Bonjour à tous. Donc, merci d'assister en grand nombre à cette discussion relativement aux transactions en copropriété, les obligations du syndicat, la gestion des ventes et puis une belle promesse pour que vendre votre condo soit un succès. Alors, c'est sûr qu'on arrive à une période où la Banque du Canada ne facilite pas les choses avec des taux d'intérêt qui sont relativement élevés. Et on a un petit peu changé de réalité sur le marché immobilier, mais reste que pour la partie qu'on peut maîtriser, sur laquelle on peut vous renseigner, il y a certainement des choses à savoir, que vous soyez acheteur, que vous soyez vendeur, que vous soyez administrateur de syndicat. L'idée est de vous guider un petit peu dans les étapes sur les informations que vous pouvez transmettre, que vous devez transmettre euh, à ces différentes places-là. Et puis ensuite, de vous expliquer un petit peu le rôle du notaire. Alors moi, je suis maître Clément Lucas, avocat, mais je suis accompagné de ma collègue Christine Lotfi, Bonjour. notaire. Donc, elle va pouvoir vous entretenir de ça puisqu'elle en fait régulièrement. Et puis ensuite, évidemment, la question de l'argent, les cotisations, comment les cotisations spéciales ou non régulières se répartissent entre l'acheteur et le vendeur, quelles sont les précautions à prendre. Et pour finir, on traitera de la question de est-ce que vous pouvez partir l'esprit tranquille quand s'arrêtent vos obligations avec le syndicat? Est-ce que le fait de vendre met fin à tout ou est-ce que il faut toujours que vous ayez à l'esprit qu'il y a des possibilités qu'on vienne éventuellement frapper à votre porte quelques mois, voire quelques années plus tard? Alors, si on commence par le premier sujet, quelles informations et documents devez-vous divulguer? Moi, je vais commencer par un premier volet qui serait les informations à être données par le vendeur. Que vous fassiez affaire seul avec des acheteurs ou que vous fassiez affaire par l'intermédiaire d'un courtier avec des acheteurs, vous aurez des informations à fournir, de la documentation à fournir. L'OASIC, qui est l'organisation professionnelle qui réglemente les courtiers, a essayé de baliser les choses dans des formulaires qui sont des formulaires émis par l'OASIC, qui sont soit des formulaires obligatoires, soit des formulaires recommandés. Et le premier d'entre eux, qui est finalement le document par lequel vous débutez les choses, c'est ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. Alors, vous allez devoir, au début du processus, seul ou avec l'aide de votre courtier, déclarer ce que vous savez sur l'immeuble dans lequel vous vivez ou non, que vous avez reçu en héritage éventuellement. Vous allez devoir remplir un certain nombre d'informations. Alors, il y a des formulaires qui existent, qui sont disponibles. Moi, je veux juste euh, souligner certains points. Si je prends, par exemple, le formulaire de l'OASIC qui concerne la copropriété divise, qui est un formulaire obligatoire de déclaration du vendeur, il y a beaucoup de questions. Ça a été d'ailleurs modifié assez récemment encore. Les différents formulaires des courtiers ont été modifiés, dont celui-ci. Mais il y a certaines questions qui sont assez compliquées à répondre. Évidemment, on va vous demander l'état du fonds de prévoyance. Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre condo? Est-ce qu'il y a des moisissures? Est-ce qu'il y a des problèmes d'infiltration, etc. On comprend toutes ces questions-là, ça semble assez évident, mais on va aussi vous demander d'indiquer s'il y a des rapports qui existent, des rapports d'expertise. Et là, la copropriété, c'est un peu spécifique parce que vous avez à la fois les rapports que vous avez comme acheteur il y a quelques années ou il y a quelques mois, vous avez éventuellement fait un rapport d'inspection pré-achat que vous avez encore en main et donc éventuellement, vous allez devoir cocher oui et éventuellement, vous allez devoir transmettre ce rapport à votre acheteur, à vous. Mais il y a aussi tous les rapports que le syndicat fait pour votre compte. Alors, ça peut être des rapports d'études de fonds de prévoyance, ça peut être des rapports d'expertise relativement à un problème dans le bâtiment, ça peut être aussi des rapports d'évaluation pour fin d'assurance.
Donc, à la question, y a-t-il déjà eu un rapport d'inspection sur votre partie privative? Y a-t-il eu d'autres tests ou expertises sur votre partie privative? Vous allez devoir probablement cocher oui. Et ces rapports sont-ils disponibles? Vous allez devoir éventuellement les fournir. On arrive ensuite à d'autres questions qui sont assez compliquées à répondre. Un assureur a-t-il déjà refusé une réclamation en lien avec des dommages causés à votre partie privative? Pour ceux qui font un petit peu de gestion de sinistre en copropriété, parfois c'est compliqué, il y a plusieurs assureurs. Donc, ça peut être compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a votre assureur à vous, l'assureur du syndicat, l'assureur de l'autre. Donc, la réponse, c'est oui ou non, mais ça peut être un petit peu plus complexe. On vous pose des questions sur la culture du cannabis, même si c'est légal, ça fait partie des questions. On pose des questions aussi sur le suicide. C'était quelque chose qui n'était pas dans les déclarations de vendeurs il y a quelques années, qui est désormais indiqué suicide ou mort violente. Ça fait partie des éléments qui sont considérés comme un vice caché. Et on arrive à la fameuse question compliquée. Y a-t-il d'autres facteurs se rapportant à votre partie privative qui sont susceptibles, de façon significative, d'en diminuer la valeur ou les revenus, d'en augmenter les dépenses ou d'en restreindre l'usage et dont vous n'avez pas fait état dans la présente déclaration? La question, j'ai envie de dire, à plusieurs milliers de dollars, puis on vous pose cette question pour votre partie privative et pour votre partie commune. Alors, c'est oui ou non, et je regarde ce formulaire et je me dis qu'il y a des gens qui vont cocher non de totale bonne foi, parce que la question est suffisamment difficile à répondre. C'est vraiment tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez. Est-ce que ça va inclure que vous ne vous entendez pas avec votre voisin? Pas nécessairement, parce que c'est très personnel. Est-ce que ça va inclure qu'il y a un problème éventuellement avec un litige dans une toute autre partie du bâtiment? Oui, probablement. Vous ne vendez pas que votre partie privative, vous vendez une part des parties communes. Alors, ça, c'est le premier point, la déclaration du vendeur. L'autre point que je voulais aborder, c'est la promesse d'achat. Et là encore, il y a des formulaires où on peut vous demander de la documentation. Donc, on est rendu à l'étape où vous trouvez un acheteur qui est intéressé, qui vous fait une offre, qui complète la promesse d'achat et qui coche dans sa promesse d'achat d'obtenir un certain nombre de documents. Et là encore, le formulaire fourni par le OASIC va assez loin parce qu'il demande la déclaration de copropriété, le règlement d'immeuble, toute modification et les renseignements fournis par le syndicat des copropriétaires, les procès-verbaux d'assemblée, procès-verbaux de conseil d'administration, avec une case en blanc sur le nombre d'années, les états financiers et une série d'autres documents qu'on peut lister. Alors, ça veut dire que vous pouvez être appelé, sur la base d'une promesse d'achat, à devoir fournir beaucoup de documentation. Des procès-verbaux de conseil d'administration sur 3 ans, ça peut représenter beaucoup de documentation. Alors, il faut avoir ça à l'esprit et peut-être faire une démarche en amont plutôt que de se ramasser une fois rendu dans le processus de promesse d'achat avec des délais serrés pour réunir toute cette documentation. Alors ça, c'était le premier point. Maintenant, on peut peut-être parler par des informations données par le conseil d'administration du syndicat. Oui, alors, dans une opération, dans une transaction de vente, on n'a pas seulement le vendeur avec son acheteur qui est interpellé. Quand on est en condo, on a aussi le syndicat, par le biais de son conseil d'administration, qui va être interpellé. Maintenant, il y a sûrement parmi vous qui administrez des condos déjà depuis longtemps et vous avez sûrement déjà entendu que malgré toutes les informations qu'on peut vous demander, vous n'êtes pas tenu de répondre à aucune question, sauf l'état des charges. Donc, est-ce qu'il y a des arrérages, puis combien ça coûte de frais de condo? Ce n'est plus tout à fait exact. Vous êtes bien à l'affût qu'il y a eu des changements législatifs dans les dernières années, j'en suis sûre. Et depuis, on est venu changer ça. Je fais une petite parenthèse pour dire que malgré qu'on disait que c'était limité juste à ça, il y a beaucoup de déclarations de copropriété qui palliaient à ce défaut en obligeant le conseil d'administration de répondre aux questions qui lui seraient adressées par un acheteur potentiel. Mais là, maintenant, c'est bien circonscrit dans la loi. Alors, ce qui est prévu, c'est que celui qui promet d'acheter un appartement en condo
peut demander au syndicat qu'il lui fournisse tous les documents et renseignements qui seraient de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. Cette obligation-là, elle est très vague, mais on va la décliner en 3 choses. Première chose, on veut savoir à qui vraiment ça va s'adresser ce droit de faire cette demande-là. Est-ce qu'on veut que chaque personne qui passe devant et qui voit une pancarte à vendre dise « Ah, ben moi, j'aimerais ça avoir un état de comment ça se passe chez vous. Alors, s'il vous plaît, conseil d'administration, envoyez-moi tous les documents et renseignements qui pourraient être intéressants pour moi. » Vous n'êtes pas tenu comme conseil d'administration de répondre à qui mieux et aux petits curieux. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous assurer peut-être du réel intérêt de la personne qui est devant vous. Et donc, c'est vraiment un promettant acheteur. Qui dit promettant acheteur dit quelqu'un qui s'est engagé avec son vendeur. Il y a donc une promesse d'achat qui a été signée, qu'elle soit finale ou encore conditionnelle à l'obtention et à la vérification de documents. Ça ne change rien. Le lien entre le vendeur et l'acheteur est déjà très présent. Vous pourriez demander, par exemple, au vendeur de vous confirmer que cette personne-là est réellement votre acheteur potentiel. Vous pourriez demander à l'acheteur s'il vous en fournit sa preuve. Par exemple, il pourrait vous fournir la promesse d'achat. Cela dit, ce serait à sa discrétion. Il n'est pas tenu de vous remettre l'entièreté des négociations qu'il a en cours avec son acheteur, son vendeur. Et vous pouvez aussi prendre pour acquis que si la demande vient d'un courtier, d'un avocat qui représente l'acheteur ou d'un notaire, qu'il y a fort probablement un lien très étroit entre la personne qui achète potentiellement et le vendeur, puisque ce sont des professionnels qui n'ont pas du tout d'affaire à regarder de manière curieuse ce qui se passe chez les voisins et qui sont là pour représenter les intérêts d'une partie intéressée et qui ont déjà, eux, accès aux documents qui leur permettent de le confirmer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, ça va concerner la nature des documents et des renseignements qui sont demandés. On dit que c'est très vague et vous allez avoir ces demandes-là de toutes sortes de manières. Évidemment, ce qu'on veut éviter dans le marché, c'est que vous ayez un simple courriel. « Bonjour, je suis un acheteur et informez-moi comment ça se passe chez vous. » Évidemment, ce n'est pas ça que vous allez recevoir. Si on a des transactions qui sont gérées par des courtiers, il y a des formulaires en circulation. Vous en avez peut-être déjà même vu, le fameux DRCOP. C'est des demandes de renseignements. Le courtier vous l'adresse en début de processus, souvent, avant même qu'il y ait un prometteur acheteur. Comme ça vient de courtier, on sait qu'éventuellement, il va y avoir une transaction. Puis, il le fait une seule fois pour pas que vous ayez à répondre si jamais il y a 2, 3 prometteurs acheteurs qui font concurrence dans une même transaction. Donc, ça vous donne une liste de questions. C'est très précis. Vous savez qu'est-ce qui vous est demandé. Et ce sont toutes des questions qui sont de nature à pouvoir éclairer l'acheteur. Hein? On sait très bien que si on veut acheter une habitation, que ce soit en condo ou pas, on veut savoir dans quoi on s'engage, combien ça va nous payer, combien ça va nous coûter, combien est-ce qu'il y a des travaux potentiels à faire, des choses comme ça qu'on va vouloir savoir. Ce qu'on va vouloir écarter, en fait, c'est les demandes qui vont être trop vagues. Si vous recevez des questions du genre « Donnez-moi tout document et information de nature à me permettre à donner un consentement éclairé », ben, si vous vous démissez dans cette question-là, vous venez de mettre sur vos épaules une très grande responsabilité, puis on ne veut pas faire ça. Vous êtes mieux, devant une question comme ça, de ne pas répondre ou de demander de préciser la question et les renseignements que vous voulez qui doit être fourni, parce que sinon, ce serait beaucoup trop déraisonnable. Et une fois que vous avez complété les questions et que vous avez fourni ce type de renseignements-là, la loi dit que vous devez aviser le vendeur que vous l'avez fait. Donc, évidemment, si on parle du formulaire BRCOP, c'est un formulaire qui est rempli à la demande du courtier et du vendeur. L'information que ça a été fait, ça circule. Mais si vous avez un prometteur acheteur qui s'est adressé à vous directement, vous devez aviser le vendeur, qui est le copropriétaire qui habite encore chez vous, là, que vous avez bien fait ce travail. Là-dessus, on peut peut-être préciser que ce qui a été énoncé résulte d'un article du Code civil. Je ne pense pas qu'il ait été cité 1068.2, qui est un article nouveau du Code civil qui est entré en vigueur. Puis, peut-être aussi, ça c'est mon côté avocat, là, mais je me mets dans le scénario où, par exemple, il y aurait un syndicat qui ferait affaire avec un avocat et qui aurait commencé à débuter des démarches. Puis, il n'y a pas encore de procédure déposée.
où il y a des discussions avec l'avocat ou avec un expert potentiel, ben, si on vous demande de l'information comme syndicat, il y a quand même un secret professionnel, il y a quand même un privilège relatif au litige qui fait que vous pourriez vous passer de diffuser cette information parce que c'est encore dans la zone protégée avec l'avocat et c'est pas rendu encore à la cour. Ça, ce serait le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est qu'on parle dans l'article 68.2 de la protection de la vie privée. Alors ça, c'est la protection des renseignements personnels. On parlera pas ici parce qu'on en a parlé à d'autres occasions. Il y a eu d'autres présentations, formations sur ce sujet-là. Vous pouvez aller consulter les formations ou les textes qu'on a publiés là-dessus, mais il y a aussi cet aspect. Vous ne pouvez pas nécessairement tout divulguer. Il y a des aspects qui sont protégés parce qu'ils concernent des personnes en particulier. Donc, les informations générales sur l'immeuble, oui, des informations particulières. Par exemple, est-ce que tout le dossier sur mon voisin futur, hein, ça ne marcherait pas. Ce n'est pas au syndicat de commencer à révéler les menus détails de la vie privée du voisin d'à côté, par exemple. On vient de regarder donc le lien entre le vendeur et l'acheteur au niveau des informations qui doivent être données. On a regardé le lien entre le conseil d'administration du syndicat et l'acheteur pour les informations qui viennent d'être données. Je pense qu'il faut examiner aussi le lien entre le conseil d'administration et le vendeur quand lui est amené à divulguer des informations. Donc, on arrive à la deuxième question de la présentation. Quelles informations et documents votre syndicat doit-il vous donner à vous, copropriétaires? Donc, ici, ce serait le vendeur. Bien, on parle essentiellement des informations et documents qui se retrouvent dans les registres des copropriétaires. Et là, les registres des copropriétaires, il y a beaucoup de choses dedans. On les appelle les registres pour une très bonne raison, c'est qu'en fait, les registres sont constitués de toutes sortes de mini-registres. Il y en a qui sont accessibles et disponibles à l'ensemble des copropriétaires, puis il y en a qui sont réservés au conseil d'administration pour la bonne administration et la bonne gestion de l'immeuble. Alors, on a l'article 1070 du Code civil qui est clair sur les registres, qui sont des registres qui concernent également les copropriétaires. Je les résume rapidement. Nom et adresse postale de chaque copropriétaire. Il pourrait y avoir des renseignements personnels comme courriel, téléphone, si la personne a expressément donné son consentement. Autrement, vous avez ces informations-là, peut-être vous les avez récoltées d'une manière X ou Y, ils vous les ont données, mais sans dire « oui, je t'autorise à les mettre dans les registres et je vais mettre, je veux dire, public, si on veut, au propriétaire. » Donnez pas ces informations-là. Ensuite, il va y avoir les procès-verbaux. On sait que les procès-verbaux, ce n'est pas seulement ceux des assemblées de copropriétaires, mais aussi les décisions qui sont prises par le conseil d'administration. Vous avez voté quelque chose, c'est important que les gens soient au courant. Ça va aussi comprendre les résolutions écrites, hein, c'est l'équivalent d'un procès-verbal quand on ne tient pas une réunion puis qu'on signe une décision tout simplement. On va avoir le règlement d'immeuble qu'on tient à jour, idéalement, et les états financiers. Il va y avoir aussi d'autres documents qui sont classiques, là, je dirais, on les dépose une fois, puis souvent on oublie qu'ils sont là. On a la fameuse déclaration de copropriété et tous ces amendements, le plan cadastral, les plans de vie de l'immeuble, certificat de localisation. On a maintenant le carnet d'entretien et l'étude de fonds de prévoyance quand ça va devenir obligatoire, tout ça. On peut peut-être juste s'arrêter sur les plans et devis de l'immeuble bâti. Oui. Parce que là-dessus, il y a eu beaucoup de discussions et en pratique, vous n'avez pas, comme syndicat de copropriété, la plupart du temps, des plans tels que construits. Vous avez des plans d'architecture, des plans d'ingénierie qui sont des plans faits pour permis ou pour construction. Mais c'est très rare, voire quasiment impossible que vous ayez les plans tels que construits, soit parce qu'ils ne vous ont pas été remis par le promoteur, soit plus souvent qu'autrement parce que tout simplement, les professionnels n'ont pas eu le mandat de venir sur place après la construction pour bâtir un plan tel que construit. Donc, ce n'est pas parce que l'article dit plans et devis de l'immeuble bâti que vous avez nécessairement ça dans vos registres ou que vous devriez mandater un professionnel pour les fabriquer. Ce n'est pas ça que le législateur dit. C'est si vous les avez, vous les rendez disponibles. Si vous avez des plans pour permis ou pour construction, c'est ça que vous rendez disponible. Il n'y a pas besoin de faire le travail de créer ce document.
Et là, quand on dit rendre disponible, on dit quoi? Est-ce qu'on dit chaque copropriétaire peut venir cogner chez nous puis me demander ça à toute heure du jour, de la nuit, et je dois répondre sans délai parce que je n'ai que ça à faire, moi, administrateur, administrer un immeuble gratuitement. Donc, je suis sûre que ça vous a beaucoup interpellé ce que je viens de dire. Alors, en fait, la consultation des registres se fait moyennant ce qui est prévu souvent dans les déclarations de copropriété, puis ça peut différer d'une copropriété à l'autre. Enfin, la loi dit quand même, nous guide un peu là, sur ce qui peut, comment se fait la consultation. Donc, on les tient à la disposition, puis on peut les consulter, nous, comme copropriétaires, en présence d'un administrateur. Puis là, c'est dans la mesure où on a des vieux registres papier disponibles dans un classeur, dans le condo de quelqu'un peut-être. Avec la technologie aujourd'hui, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont avoir des registres virtuels, qui vont, entre vous, vous allez avoir déjà trouvé des solutions pour limiter les demandes. Par exemple, les Dropbox, c'est tous ces registres virtuels où on peut donner des accès limités. J'insiste sur le limité puisqu'on vient de dire que les registres, tout n'est pas accessible aux copropriétaires. Et vous avez le droit, en moyennant des frais, vous avez le droit de demander des frais, en fait, pour émettre des copies à des copropriétaires. Fait que là, si j'ai un acheteur qui est intéressé à avoir un certificat de localisation que vous auriez potentiellement dans vos registres et que le vendeur lui-même n'en avait pas copie, il pourrait, le vendeur, vous adresser cette demande. On admet dans ce cas-ci qu'il n'y a pas accès via un Dropbox gratuitement. Et vous pourriez lui dire, ben oui, pas de problème. Pour émettre une photocopie, ben, ça coûte les frais de copie. Alors, fais les frais et je te donne le papier en question. Ce serait tout à fait légitime, sous réserve de ce que pourrait prévoir votre déclaration de copropriété. Allez les voir. Il y en a que c'est des frais fixes qui sont déjà divulgués dans la déclaration, dans la constitutive. Je veux profiter de la question, ce n'est pas directement lié au registre, mais on a beaucoup entendu parler de la loi 96, les incidences de la Charte de la langue française sur les documents et les registres de copropriété sont concernés par ça. Il y a eu des modifications dans le Code civil, même à cet effet, 1070.1.1, qui nous dit que les registres et les documents qui sont tenus à la disposition des copropriétaires doivent être rédigés en français. Fait que si vous avez une copropriété où tout est en anglais, ce serait peut-être le temps de faire certaines petites traductions, parce que si vous avez un copropriétaire francophone qui veut consulter les documents en français, il est tout dans ses droits de l'exiger. C'était un petit parenthèse que je voulais apporter. L'autre aspect aussi qu'on n'a pas encore traité, c'est qu'il y a des documents qui sont tenus à la disposition des copropriétaires et il y a des documents qui doivent être envoyés systématiquement aux copropriétaires, et notamment les procès-verbaux d'assemblée, puis procès-verbaux de conseil d'administration. La loi a changé là encore en exigeant que le syndicat envoie dans les 30 jours de l'assemblée, dans les 30 jours de la décision prise par le conseil, le procès-verbal. Donc, normalement, ce n'est pas au propriétaire de demander, c'est au propriétaire de recevoir. Donc, le vendeur est inclus là-dedans. Il est censé avoir cette documentation sous la main, même s'il a quand même le droit d'en demander copie s'il ne l'a pas reçu. Et l'autre chose, c'est aussi, encore une fois, vous allez dire, M. Lucas, il parle toujours de ça, mais les poursuites judiciaires. Normalement, quand un syndicat est poursuivi en justice, il doit envoyer un avis au copropriétaire dans les 5 jours pour les aviser qu'il y a cette poursuite. Donc, les copropriétaires ne sont pas censés tomber des nues à l'assemblée annuelle qui suit, peut-être 3-4 mois plus tard, puis apprendre qu'il y a une poursuite qui est déposée contre eux. Ils doivent le savoir qu'il y a une poursuite qui est déposée parce que l'avis est envoyé dans les 5 jours. Par exemple, c'est utile quand la personne vend son condo, elle sait qu'il y a une poursuite qui est en cours et donc elle peut le déclarer dans la déclaration du vendeur. Sinon, si ça, ce n'est pas fait, parce que c'est une exigence de la loi, ben, le syndicat a manqué à ses devoirs et éventuellement a amené le vendeur à ne pas déclarer quelque chose qu'il ignorait tout simplement, parce qu'il aurait fallu qu'il aille faire une recherche au primitif, faire une recherche dans les palais de justice, en d'autres termes, pour vérifier qu'il y a une poursuite déposée. Ce n'est pas la même chose si le syndicat engage la poursuite. Il n'est pas tenu d'envoyer cet avis. Il n'est tenu d'envoyer l'avis que s'il reçoit la poursuite. Un peu particulier, mais ce serait une bonne chose à faire que d'aviser vos copropriétaires que vous avez donné un mandat à un avocat puis que vous avez déposé une poursuite tel jour pour réclamer tel montant, parce que ça fait partie des éléments aussi qui devraient être connus des copropriétaires et éventuellement déclarés.
Parce que oui, vous réclamez une somme, mais peut-être que ça va se retourner contre le syndicat qui va peut-être se faire condamner en cas d'échec à un certain nombre de frais. Donc, une fois que les procédures sont déposées, mon message, c'est soyez transparent avec vos copropriétaires. Si vous recevez, avisez-les parce que c'est une obligation légale. Si vous déposez, avisez-les parce qu'il faut qu'ils sachent, ça fait partie de leur compte. On a parlé des informations données par le vendeur, des informations que l'acheteur peut collecter, des informations que le syndicat devrait donner spontanément ou devrait donner sur demande. Il y a une autre obligation d'information qui s'en vient, et c'est l'article 1068.1 qui n'est pas encore en vigueur. Il y a un texte qui va entrer en vigueur lorsque le règlement d'application de la loi 16 va être adopté. Et ce texte nous dit celui qui vend une fraction doit remettre au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété, dont la forme et le contenu seront déterminés par règlement du gouvernement. C'est pour ça qu'on attend le règlement du gouvernement, parce qu'il faut qu'on reçoive, en d'autres termes, le modèle. Qu'est-ce que ça va prendre comme forme? Ça devrait être un document qui donne un reflet financier et puis même peut-être de l'état immobilier de la copropriété. C'est un peu toutes des questions qu'on se pose actuellement. Donc, ça n'est pas encore en vigueur, mais c'est en devenir. Donc là, ça va être une nouvelle obligation sur les épaules des syndicats de copropriété. Alors maintenant, on arrive au volet suivant, c'est-à-dire que devrait faire un notaire, Maître Lutfi? Mais oui, parce que si tout a été décidé en amont, en termes de la promesse d'achat, que l'acheteur a eu accès aux informations qu'il avait besoin pour donner un consentement éclairé, qu'il a signé ta promesse d'achat, ben là, pourquoi est-ce qu'on reçoit encore des demandes et des questions qui viennent du fameux notaire? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, nous, notaires, on a une entente avec nos clients, puis on doit les représenter puis s'assurer justement qu'ils donnent un consentement libre et éclairé à la transaction qu'ils projettent de faire. Et une des façons pour nous de s'en assurer, bien évidemment, c'est de contre-vérifier des informations. Un exemple classique, le vendeur dit « J'ai payé mes taxes municipales et scolaires pour l'année. » Oui, parfait, mais je ne peux pas le croire sur parole. Je dois aller vérifier auprès de la municipalité puis de la commission scolaire si effectivement il y a eu paiement des taxes. Bien, pour les informations que le conseil d'administration ou le vendeur aurait pu donner à l'acheteur sur la copropriété, c'est un peu le même principe. Il faut que je m'assure qu'ils ont eu vraiment la vérité. Ça va aussi nous permettre de pallier dans les cas où, justement, le prometteur acheteur ou le vendeur ne s'est jamais adressé au conseil d'administration. Puis là, finalement, hop, on arrive en bout de ligne, puis on a besoin de savoir des informations. On va souvent le voir, ça, dans des transactions entre particuliers là, qui vont se faire via des plateformes comme du Proprio, où ils n'ont pas nécessairement tous les conseils en début de processus. Donc, très utile, mais les questionnaires que vous recevez des notaires sont tous très différents. Il n'y a pas de modèle en circulation, il n'y a pas un formulaire qui circule fait par la Chambre des notaires comme il y aurait, comme l'OAC qui fait là, avec ses formulaires. Mais on va tous demander relativement les mêmes informations. Une des choses qu'on veut savoir pour sûr, c'est l'état des charges au moment de la transaction. Cette question-là, elle est pertinente, même si vous y avez répondu il y a 3 mois dans le DRK, parce qu'en 3 mois, il peut s'être passé beaucoup de choses. Premièrement, il peut avoir eu un changement d'année, le budget peut avoir été adopté, les charges communes peuvent avoir augmenté, c'est important d'être au courant. Il peut y avoir eu aussi des cotisations spéciales qui ont été levées, mais ça, c'est un sujet en soi, puis on va y revenir un petit peu plus loin. Ce que vous devez savoir, c'est que nous, comme notaire, dans la transaction, on fait une répartition entre le vendeur et l'acheteur des charges qui ont été payées. Ce n'est pas à vous, conseil d'administration, de gérer ça. Vous n'avez pas à rembourser un vendeur des charges qu'il aurait payées en trop ou de lui demander d'acquitter vite des charges avant qu'il parte parce qu'il est en retard dans ses paiements. Quand le notaire vous adresse cette question-là, ça va être le moment pour vous de lever le flag s'il y a des arrérages. Nous, après ça, on va pouvoir s'assurer que les parties vont faire ce qu'il faut pour qu'on paie les arrérages. Ça, c'est parce que la loi dit que les acheteurs sont tenus aux arrérages de leurs vendeurs. Encore, on va en reparler. Mais l'idée, c'est que moi, ma relation comme notaire n'est pas avec le syndicat, mais on peut travailler en collaboration, puis ça va être un bon moment pour régler la question des arrérages
entre l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est le notaire qui va s'en occuper. Puis nous, on va être en mesure soit de valider auprès de nos clients qu'on va vous rembourser le montant total qui vous est dû ou que vous donner la procédure de comment ça va se passer. Ensuite, il y a... Je vais juste m'arrêter, excuse-moi. Souvent, j'ai des appels de syndicats qui disent: ah, le bien est en vente, on a un impayé avec ce copropriétaire, est-ce qu'on devrait éventuellement inscrire une hypothèque légale parce que c'est sur le point d'arriver? La plupart du temps, ma réponse est: si le notaire fait bien son travail, ce que je présume est toujours le cas, il va et vous demander l'état des charges communes, puis il va s'assurer que vous soyez payé au moment de la vente. Donc, le problème va se régler tout seul au moment de la vente. Par contre, je dis, si vous voulez vraiment être sûr que rien n'est échappé, que ça soit clair, net et précis, vous publiez une hypothèque légale qui va apparaître au titre. Là, le notaire va forcément voir votre hypothèque légale, va forcément vous demander de lever cette hypothèque en contrepartie du paiement des frais afférents. Il y a toujours une question de mesure. Si le montant d'impayé, c'est $600, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Si le montant d'impayé, c'est $30 000, le jeu en vaut peut-être la chandelle, parce que oui, les notaires travaillent toujours bien, mais il y en a certains des fois qui passent un peu tout droit, qui ne font pas ce qu'il faut. Alors, il vaut mieux se donner une deuxième protection en inscrivant cette hypothèque juste avant la vente. Cela dit, même au-delà de la protection, juste pour être clair là-dessus, il n'y a pas de lien entre le syndicat et le notaire dans la transaction. Le notaire, son travail, c'est de représenter les parties à la transaction. Ça va être le vendeur, l'acheteur, puis s'il y a un créancier hypothécaire, le créancier hypothécaire. Le syndicat, c'est un donneur d'informations. Donc, on n'est pas tenu comme notaire de s'assurer que les arrangements sont payés, sauf s'il y a effectivement une hypothèque légale du syndicat qui a été mise en place. C'était une très bonne intervention. Parce qu'à ce moment-là, le titre est entaché d'un lien et c'est là que tout d'un coup, il va se développer un lien entre le syndicat et le notaire qui va être tenu pour garantir un titre clair à son acheteur, de libérer l'hypothèque en question et d'assurer de manière ou d'une autre le paiement au travers de la transaction. D'autres informations qu'on va vouloir avoir, vous pourriez aller voir sur le site de la copropriété.info, qui est le site de la Chambre des notaires, qui ont mis une grosse liste de questions, de types qui pourraient vous être adressées. Elle est très, 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 très longue, mais ça vous donne vraiment une idée. Évidemment, s'il y a des choses qui ont déjà été répondues, puis les réponses n'ont pas changé, vous pourriez écrire oui, tel que divulgué, telle date dans tel document, la réponse est la même. Mais ça va être l'occasion où vous allez pouvoir prononcer surtout sur les nouvelles choses. Est-ce qu'il y a des travaux importants à venir? On a besoin de le savoir parce que, encore une fois, comme notaire, on veut assurer que la transaction entre l'acheteur et le vendeur se passe bien, que le vendeur a tout divulgué ce qu'il y avait à l'acheteur, puis de savoir qu'il y a des travaux importants à venir. Peut-être que le vendeur ne pensait pas que c'était pertinent ou peut-être qu'il ne le savait pas parce que vous venez de découvrir quelque chose, mais l'acheteur doit savoir que dans un futur imminent, il va peut-être y avoir des cotations spéciales qui vont être levées pour pallier aux travaux qui doivent être faits ou pas. Si c'était déjà des travaux prévus puis qu'on a déjà le budget, mais c'est une information sensible qu'on a besoin de savoir. Le notaire va vous demander de fournir la preuve d'assurance du syndicat. Vous devez la fournir pour que la transaction se passe bien. En fait, c'est vous qui avez accès à cette police-là. Évidemment, on y va avec le jeu du lien. Mon lien, je représente le vendeur. C'est comme si le vendeur vous avait demandé l'accès à la preuve d'assurance et ensuite, vous me l'avez transmis. C'est comme ça qu'on va faire le lien. Cette preuve d'assurance-là, c'est pour s'assurer que le syndicat est bien fonctionnel. Ça va être des choses qui sont demandées, notamment les créanciers hypothécaires veulent s'assurer que ce soit ça pour accepter de débourser les sommes à l'acheteur pour son achat. Ça va être important. Pour nous aussi, c'est comme notaire l'occasion de voir si vous avez un syndicat qui va bien, qui s'occupe bien de ses affaires, ou on a-t-il des irrégularités, des petits dysfonctionnements qui mériteraient d'être adressés, puisque l'acheteur doit savoir quand il achète, s'il achète dans une copropriété qui va bien ou qui va mal. On va aussi vous demander de confirmer l'objet de la vente. Puis là, je m'explique. Je n'ai pas besoin que vous me confirmiez que l'appartement 1 qui est vendu, c'est bien l'appartement que vous achetez. Ça, comme notaire, je suis capable de faire cet exercice-là. J'ai tous les documents pour ça. Ce que j'ai besoin de confirmer, c'est les parties communes à usage restreint. Souvent, vous allez peut-être avoir des plans d'attribution, des listes. Ça se trouve dans vos registres,
moi, le vendeur me dit oui, oui, j'ai tel parking. Ben, c'est-tu vrai? Y a-tu vraiment ce parking-là? Puis ce parking-là, es-tu vraiment situé où est-ce que le vendeur pense? Donc, ça peut être l'occasion de soulever des problèmes, si problème il y a, et de les corriger. Ou juste de me confirmer simplement que oui, c'est bel et bien, oui, avec cette partie privative-là vient tel stationnement qui est situé à tel endroit, tel rangement qui est situé à tel endroit. Moi, comme notaire, ça va être très important de confirmer ça. Il y a tout autre renseignement qui pourrait avoir incidence sur une transaction qui pourrait vous être demandé. Puis là, vous avez normalement 15 jours. Ça? Oui. 15 jours pour répondre au notaire, mais là, et ce n'est pas faute du notaire nécessairement, mais dans le feu roulant des transactions immobilières, surtout dans la période estivale, on n'a pas toujours 15 jours ouvrables. Alors, la collaboration des conseils d'administration, quand vous pouvez réagir promptement, c'est toujours très apprécié. Puis les notaires harcelants là, qui vous demandent, s'il vous plaît, je vous l'ai envoyé il y a 2 jours, mais pouvez-vous, s'il vous plaît, me répondre? C'est vraiment parce qu'on a des gens, on a des camions de déménagement qui sont réservés, puis peut-être qu'on a juste eu la transaction, puis qu'on avait 5 jours pour la traiter et non pas 15. Fait que, oui, vous avez droit à 15 jours, mais votre collaboration, elle est toujours bien appréciée, surtout si vous n'avez pas de raison d'attendre les 15 jours. Évidemment, si vous attendez des renseignements, vous n'avez pas complété vos états financiers, peu importe, on le comprend. Prenez le temps de nous le dire pour qu'on puisse au moins donner d'informations très sensibles qu'on a besoin. Par exemple, me confirmer les frais de cours d'eau sont payés ce mois-ci, si vous êtes capable de le faire, même si vous ne répondez pas à toutes mes questions, au moins celle-là, confirmer l'espace de stationnement parce que le usage restreint, ce serait déjà bon pour nous permettre d'avancer les transactions. Puis on l'apprécie même grandement. Alors, effectivement, ça fait le lien avec, avec le sujet suivant, jusqu'à quand je vais devoir payer des cotisations. Donc là, on se replace dans les souliers d'un vendeur qui veut savoir jusqu'à quand il va devoir payer des frais de condo, soit généraux, soit cotisations spéciales. Et la règle est prévue à l'article 1069 qui dit effectivement que celui qui devient propriétaire, quelle que soit la façon, là, incluant dans une vente sous contrôle de justice, incluant par transmission de succession, incluant dans le cadre d'une vente par un syndic de faillite, là, ça pas d'incidence, incluant par donation si, éventuellement, ben, il est tenu de payer les charges communes et la loi a changé pour ajouter les intérêts. C'est beaucoup là, mais la chose qu'il n'est pas tenu de payer par contre, ce sont les frais légaux engagés éventuellement antérieurement par le syndicat des copropriétaires pour recouvrer. Et celui qui se propose d'acheter va demander au syndicat des copropriétaires l'état des charges, c'est ça qui est prévu, avec ce délai de 15 jours pour répondre au syndicat. C'est exactement ce que vous a dit Christine. Alors, normalement, le principe, c'est que vous cessez de devoir payer des charges au jour de la transaction. Il y a un ajustement éventuellement qui est fait. On dit, si vous faites votre transaction en milieu de mois et que vous avez payé un mois, ben, on va faire un ajustement pour faire en sorte que ça se répartisse éventuellement ou autrement. En tout cas, on va définir un ajustement. Et la déclaration de propriété répète cette règle énoncée à la loi la plupart du temps. Les promesses d'achat répètent cette règle. C'est dans les clauses standards des promesses d'achat. Alors, il peut arriver que à la suite des renseignements obtenus par la notaire ou par le courtier, mais plus souvent qu'autrement par la notaire, parce qu'on arrive en bout de processus, voilà, on sait qu'il y a des travaux qui s'en viennent. On n'a pas nécessairement de cotisations qui sont levées, mais les travaux s'en viennent. Et là, il peut y avoir des discussions qui s'engagent entre les parties pour convenir d'autre chose. Mais il faut que le travail soit fait adéquatement. Il ne faut pas que ça soit une clause rédigée à la va-vite. Ça devrait être une clause qui devrait être réfléchie, qui devrait être bien rédigée, parce qu'au départ, c'est celui qui est débiteur, en cas d'ambiguïté, qui va bénéficier de cette ambiguïté. Donc, pour le créancier, celui qui prétend que l'ancien propriétaire est toujours tenu de payer une partie des cotisations, même après qu'il ait vendu, il va devoir démontrer qu'il y a une clause claire, limpide et bien comprise par les parties pour qu'ils puissent réclamer, même après la vente, remboursement de la cotisation. L'autre mécanisme, c'est le dépôt en fidéicommis. Donc, on peut essayer d'utiliser avec une convention de fiduciaire le compte en fidéicommis du notaire qui fait la transaction ou d'un autre intervenant qui a un compte en fidéicommis pour déposer une somme qui va garantir
le sort finalement en fonction de ce qui va se passer dans le futur. On va dire, on va mettre 10 000 $ de côté parce qu'il y a comme une incertitude. Si l'incertitude fait que ce ne sera jamais réclamé, ben, je te rendrai le 10 000. Ou par exemple, il y a une poursuite en cours, on ne connaît pas le sort de la poursuite. Si la poursuite donne gain de cause au syndicat et que je récupère de l'argent, tu récupéreras ton 10 000. Ce genre de choses peut être convenu, mais il faut que ça soit clairement rédigé parce que sinon, on s'en va dans des discussions à n'en plus finir entre avocats, et éventuellement devant la cour pour arriver à une solution et comprendre la clause. C'est pas ça que les parties veulent. Donc, il faut que le travail soit bien fait pour éviter ce genre de litige. Ouais. Et je vais même, pour gérer souvent des retenues en fidéicommis parce qu'ils sont prévus au terme des promesses d'achat, c'est ce qu'on veut, mettre l'argent en fidéicommis, c'est une solution qui existe, qui est sur le marché, mais elle n'est pas nécessairement utilisée pour toutes les sauces. Et si vous avez vous n'êtes pas sûr pour 500 $, ça ne vaut peut-être pas la peine, dans le sens où le notaire est en droit d'exiger des frais pour ce travail-là. Ça peut aller vite, 500 $. Là, si la retenue reste là pendant 1 an parce qu'on n'est pas décidé. Des fois, dans les négociations, la retenue, c'est peut-être pas la meilleure option, mais ça reste une option sur la table, surtout si on parle de sommes importantes comme 10 000 ou des choses comme ça. Ce qui me fait rebondir sur les cotisations spéciales, puis ça rentre un peu là-dedans. Cotisation spéciale, je vais dire imprévu. Hein? J'ai commencé mon année, j'ai budgété mon année, j'ai adopté mon budget, puis là, pouf, j'ai une dépense imprévue, il faut que je lève une cotisation, on convoque une assemblée, let's go, et on lève une cotisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, on parle ici d'une dépense qui va avoir été votée par l'Assemblée avant qu'il y ait vraiment une vente. Et quand je dis vente, je parle transaction notariée, là, pas signature de promesse d'achat. Je vais corriger. Voté par le conseil d'administration, oui, c'est-à-dire l'Assemblée est consultée, c'est vrai. Mais la décision est prise par le conseil d'administration. C'est l'avis de convocation d'Assemblée, l'Assemblée se tient, l'Assemblée est consultée, puis ultimement, le conseil d'administration se réunit et approuve la cotisation. Et même plus, la cotisation est levée, c'est-à-dire qu'on envoie un avis de cotisation au copropriétaire. Ben là, on peut dire que la cotisation spéciale est liquide et exigible, c'est-à-dire qu'on connaît le montant et qu'il est exigible, qu'on peut le réclamer du copropriétaire. Une fois que toutes ces étapes ont été franchies. Mais je t'ai un peu En fait, c'est exactement là où je m'en allais. Par exemple, l'idée m'est passée. Donc, oui, alors quand la créance, elle est considérée liquide et exigée, donc toutes ces étapes-là que Clément vient de donner sont réalisées, bien là, à ce moment-là, envers le syndicat, il y a un lien qui s'est créé, la créance, elle est due, elle existe. Ce qui va se passer entre le vendeur et l'acheteur, parce que là, la nuance, elle est importante, surtout quand vous allez recevoir le questionnaire du notaire. Ah oui, oui, on voulait faire une cotisation, on n'est pas encore passé en assemblée, mais il va y avoir des travaux de 150 000 là. OK, merci. On va aviser l'acheteur, mais il n'y a pas de décision concrète qui s'est faite. Ce n'est pas la même situation que celle que Clément vient de vous parler où, ah oui, oui, hier, on a adopté, nous, conseil d'administration, une cotisation spéciale, on l'a levé, puis demain, on envoie un code de cotisation à tout le monde. Donc, quand vous avez fait ça, le deuxième, là, puis qu'on a une créance liquide et exigible, là, j'ai quelque chose de concret. Dans ma transaction, il faut que j'en tienne compte au même titre que je tiens compte de mes charges communes générales que je vais payer mensuellement ou trimestriellement. Entre les parties acheteurs et vendeurs, ça ne vous concerne pas, vous, conseil d'administration. C'est les parties qui, entre elles, vont devoir s'entendre sur ce qu'il advient de ça. Et dans mon bureau, ça fait énormément de discussions et c'est là où la rédaction des clauses peut être très importante. Qui va payer? Est-ce que l'acheteur accepte ça? Est-ce que le vendeur le dédommage? Comment ça va se faire? Si on n'est pas sûr et on n'est pas capable de s'entendre, on pourra peut-être convenir de faire des retenues en fidéicommis, par exemple. Donc, des retenues ou une autre solution, ça peut être aussi de diminuer le prix de vente en conséquence, en se disant, bon, bah, écoute, on va maintenir la vente, mais on va diminuer le pré-vente de temps, en attendant que ça soit possible et qu'on ne soit pas trop avancé dans le processus. Ça peut être une avis. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on voulait. C'est bon. Alors, maintenant, la dernière question, c'est est-ce que vous pouvez dormir tranquille? Vous avez vendu votre condo, vous l'avez bien vendu, vous avez trouvé votre propriété de rêve loin de Montréal et ses cônes oranges, et puis vous avez pris une retraite bien méritée. Est-ce que vous pouvez dormir tranquille? Est-ce que vous êtes encore responsable imputable? Alors, c'est possible.
je veux pas vous déranger dans votre retraite, mais c'est possible parce que vous pouvez avoir posé des gestes qui génèrent des dommages plus tard. Alors, un cas typique, ça va être par exemple, vous avez fait faire des travaux dans votre unité de copropriété et ces travaux se révèlent plus tard mal faits. Ça peut être des travaux dans la salle de bain, puis vous les avez fait un petit peu vous-même, vous étiez bien ambitieux, vous avez restauré la plomberie, puis la plomberie a été mal faite, ça cause un sinistre. Quelques années plus tard, ben, vous avez posé un geste qui fait que ça cause un dommage plus tard, vous pouvez avoir une responsabilité éventuellement couverte par votre assureur responsabilité de l'époque, mais il y a quand même une imputabilité. Donc, faites attention quand vous réalisez des travaux, de le faire faire et autant que possible par des personnes externes avec les compétences, les assurances nécessaires pour le faire. Si vous engagez encore un Jo, je sais tout faire, ben, et s'il n'a pas de licence RBQ, pas d'assurance, ben, ça pourrait se retourner contre vous. Donc, faites attention à ça. L'autre élément, c'est la gestion éventuellement du syndicat, parce que vous avez peut-être un soir d'assemblée levé la main. Ah oui, je veux devenir administrateur, administratrice du syndicat. Et là encore, vous avez posé des gestes, souvent de bonne foi, parfois de mauvaise foi, et ça rattrape plus tard. Alors la Cour d'appel est venue dire, encore, euh, il y a quand même quelques années, elle est venue dire que la responsabilité de l'administrateur ne s'arrête pas au moment où il quitte ses fonctions. Donc, vous vendez, vous quittez vos fonctions d'administrateur. Si pendant cette période, vous avez posé un geste ou accepté que soit posé un geste illégal, par exemple, vous n'avez pas montré votre dissidence pendant le conseil d'administration, vous pourriez éventuellement être imputable. Là encore, potentiellement couvert par l'assurance responsabilité des administrateurs du syndicat. Et puis la documentation aussi. Il y a encore une décision récente qui est passée, quand même assez sévère, une décision de petite créance, où on a condamné au paiement des frais légaux encourus par un copropriétaire qui a dû mandater un avocat pour obtenir la communication des documents prévus à 1070. Alors, la Cour est venue dire, bah, le gestionnaire qui est un professionnel a refusé cette documentation, obligeant le copropriétaire à faire affaire avec un avocat. Et deux, le syndicat des copropriétaires, sur le conseil du gestionnaire, a refusé aussi. Ça implique la condamnation au paiement des frais d'avocat, puis on parle d'à peu près 2000 $, simplement ne pas avoir remis un document qui est prévu, accessible par la loi. Donc, disons que vous n'êtes pas complètement tranquille. Puis l'autre aspect aussi, c'est les vices cachés. Les vices cachés, la garantie des vices cachés, on doit quand même en parler parce que c'est éternel une garantie des vices cachés. En fait, la garantie des vices cachés, il faut que le vice soit grave, antérieur à la vente et qu'il fasse en sorte que l'acheteur n'aurait pas acheté à un si haut prix. Vous remarquez que je ne vous ai pas dit que vous deviez connaître le vice, vous deviez le savoir. Ça doit être caché éventuellement pour tout le monde, incluant vous-même. Alors cette garantie-là, elle est donc éternelle parce que la découverte du problème peut survenir 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard. Et on a des dossiers comme ça où ça survient plusieurs années après. Alors vous avez la possibilité au moment de la vente de convenir qu'il n'y aura pas de garantie légale des vices cachés. C'est très à la mode en ce moment. Puis les acheteurs ont encore, les vendeurs ont encore suffisamment de poids sur le marché immobilier pour l'imposer, même quand ça n'a pas vraiment de justification. Souvent, c'était réservé au cas de vente de succession. Maintenant, c'est rendu très nombreux. Puis l'autre élément, par contre, qui contrebalance ça, c'est si l'acheteur lui, a joué comme un certain nombre d'acheteurs sans regarder, en achetant en fermant les yeux, en faisant pas d'inspection, ou en faisant des inspections très sommaires, ou en ne demandant pas de documentation. Donc, vous devez, je pense, pour avoir l'esprit tranquille, si vous voulez vraiment avoir l'esprit tranquille, bah, éventuellement négocier cette limitation sur la garantie des vices cachés. Et puis deux, faites en sorte de donner le plus d'informations possible, de vous assurer que toute la documentation est transmise, même d'en donner plus que ce que demande votre vendeur,
pour, s'il y a un problème plus tard, venir dire, bon, moi, j'ai fait même plus ce qu'on me demandait. J'ai été totalement transparent, donc l'acheteur et l'artisan de son propre malheur, puis ainsi, ça devrait peut-être aboutir à quelque chose de favorable ultimement. Donc, j'imagine qu'on a couvert quand même pas mal de choses. On n'a peut-être pas couvert tout. Alors, c'est là maintenant qu'on va peut-être prendre vos questions pour compléter l'exercice. Là, il nous reste une dizaine de minutes pour couvrir les questions. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions. Alors, on a une dizaine de questions. Oh. Donc, si on veut faire ça en 10 minutes, une minute par réponse. La première question donc, de Pierre concernant le certificat de localisation. S'il est caduc, plus de 10 ans, est-ce au syndicat ou au vendeur de payer pour en fournir un nouveau? Y aller? Oui. C'est une obligation du vendeur qui est normalement stipulée dans sa promesse d'achat. En fait, les promesses d'achat, ce ne sont pas des documents obligatoires. Hein. On utilise des formulaires, on a l'impression que les clauses qui s'y retrouvent sont obligatoires, mais souvent, non, ça relève des conventions des parties. Et c'est souvent en termes de ce document-là qu'on va venir vous dire que le vendeur est tenu de fournir un certificat de localisation à jour à son acheteur. Et ce n'est pas, à ma connaissance, en tout cas, jamais un document qui est signé par un syndicat et donc qui n'engage pas le syndicat. À moins que le créancier hypothécaire par exemple, ait eu cette exigence, c'est-à-dire ils peuvent parfois avoir cette exigence, mais et puis il faut aussi préciser, là, ce n'est pas un certificat de localisation de tout l'immeuble au complet, c'est le certificat de localisation de la partie privative qui est vendue, donc c'est beaucoup moins dispendieux. C'est certainement pas au syndicat de refaire le travail pour les vendeurs. Prochaine question. Qu'arrive-t-il lorsqu'un notaire émet de mentionner dans l'acte de vente des inscriptions au registre foncier? Entre parenthèses, dernière déclaration de copropriété, servitude, etc. En fait, ce qui est inscrit, ce que vous nommez la déclaration de propriété, des amendements, des servitudes, ce sont des actes qui sont publiés. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas indiqués dans l'acte de vente qu'ils ne sont pas opposables, dans le sens où ils sont déjà là. J'ai l'impression que cette question-là sous-tend à une autre question, puis on n'a pas toute l'histoire. L'omission d'une mention ne rend pas invalide la vente. Donc, non, mais par contre, normalement, dans la vente, on doit vous remettre vos titres. Alors, vos titres, ça implique le titre précédent, mais ça implique aussi la déclaration de copropriété, puis les modifications à la déclaration de copropriété. Normalement, on est supposé vous remettre une liasse, là, de documents. Puis en copropriété, la liasse est pas mal grosse. Alors, si par contre, le notaire ne vous a pas nécessairement mis cet acte, là, en partant, il y a un problème. S'il est censé vous remettre une copie de la liasse, est-ce que le fait de ne pas l'avoir eu, c'est ça qu'on n'a pas là, est-ce que le fait de ne pas avoir eu l'information de cet acte modificatif a entraîné pour la personne qui pose la question un préjudice, puis il cherche la responsabilité éventuelle du notaire? C'est ça qui nous manque peut-être pour répondre, mais l'idée, c'est qu'on doit vous remettre les titres, et les titres incluent la déclaration et toutes les modifications à la déclaration commune. Sous réserve de stipulation de la promesse d'achat, comme quoi le vendeur ne s'est pas engagé à faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Sous réserve. Ensuite, qu'arrive-t-il si, en plus des charges communes, le vendeur le vendeur doit des sommes pour des autres opérations, pénalités prévues par la déclaration, travaux à rembourser, frais de professionnels prévus dans la déclaration, etc. C'est que, en fait, ça ne couvre que les charges communes, 1069 du Code civil du Québec. Donc, une charge commune est nécessairement commune, à moins que ce soit une charge commune pour une partie commune à usage restreint qui est payable uniquement par celui qui a l'usage. Mais normalement, c'est payable par tout le monde. Donc, une pénalité, ce n'est pas une charge commune, c'est une sanction financière propre au comportement individuel d'un copropriétaire. Donc, ce n'est pas dû par le nouveau propriétaire. Ça peut être exigé éventuellement au moment de la vente par le syndicat des copropriétaires, mais une excellente notaire comme Maître Lotfi va dire au syndicat, ce n'est pas une charge commune, je ne peux pas la considérer comme une charge commune, c'est une pénalité. C'est la même chose pour les frais légaux. Beaucoup d'avocats tentent, par exemple, quand ils ont inscrit une hypothèque légale, puis que le notaire questionne, de dire au notaire, régler la totalité, incluant les frais légaux. Mais légalement, si on regarde le Code civil, le notaire pourrait dire, je paye les charges communes, mais je ne peux pas payer nécessairement les frais légaux comme tel.
Donc, parce que ce n'est pas une charge commune. Et la même chose en cas de sinistre, par exemple. La question se pose souvent, mais la Cour a déjà répondu à cette question. Est-ce que le nouveau propriétaire est tenu de payer pour la responsabilité de l'ancien? Non. C'est le propriétaire qui, par exemple, a scrappé le plancher parce qu'il a fait un party, puis il vend, et puis le syndicat, au moment de vente, dit « tu me dois 5 500 $, il fait une mise en demeure, ne pourra pas s'adresser au nouveau copropriétaire pour réclamer le 5 500 $. Il devra s'adresser à l'ancien propriétaire contre lequel il conserve un recours, même s'il n'a pas vendu. C'est ce que je disais, en cas de sinistre, votre imputabilité est encore là, ben, il va s'adresser à l'ancien, il ne pourra s'adresser à nouveau parce que ce n'est pas une charge commune. Prochaine question. La demande de, et là je ne sais pas si je vais le dire correctement, de l'OAIC. L'OASIC. La demande de l'OASIC est longue et laborieuse. Peut-on charger des frais pour la remplir? La première réponse se trouve dans la déclaration de copropriété. Il y a beaucoup de déclarations de copropriété, surtout récentes, là, qui vont avoir une section sur les frais administratifs et qui dit que vous allez pouvoir charger un montant. Des fois, il est déterminé à l'avance, des fois, c'est à l'heure. Surtout les plus récentes là, sont très détaillées à cet égard. Cela dit, le deuxième élément de réponse, oui. c'est la 1068.2 qui nous dit « Celui qui promet d'acheter peut demander au syndicat de fournir un renseignement. » Et à la fin, ça se termine, le syndicat est tenu de les fournir avec diligence au promettant l'acheteur aux frais de celui-ci. Alors, le haut frais de celui-ci qu'on a ajouté avec le 1068.2 autorise le syndicat à réclamer des frais qui sont raisonnables, mais c'est sûr qu'il faudrait les baliser un petit peu dans la déclaration de conformité pour dire il y a aussi le barème qui s'applique, mais oui, il y a un lien de droit qui est créé par 1068.2 alors que ce n'est pas un copropriétaire. On parle de celui qui promet d'acheter, celui qui n'est pas encore propriétaire. Hey, bonjour, tu me dois 350 $. Alors, c'est ça, c'est prévu à 1068. Et les trucs pratiques, réclamer les frais avant. Oui. C'est vrai. Ensuite, quel est l'article en référence au fait que l'acheteur doit assumer les cotisations spéciales qui sont en cours et à venir? Il n'y a pas d'article à venir. Qui sont en cours, exigibles, liquides, c'est 1069. Mais sinon, il n'y a pas d'article pour le à venir. L'article est dans le contrat, dans la promesse d'achat ou dans l'acte de vente ou dans la feuille d'ajustement annexée à l'acte de vente, en tout cas dans tout document contractuel entre les parties qui ferait en sorte que l'obligation serait plus étendue que celle prévue par la loi. Celle prévue par la loi, c'est vous êtes tenu de payer tant que vous êtes propriétaire. Dès lors que vous donnez propriétaire, vous êtes tenu de payer. Donc, ça s'arrête au jour de la vente. C'est là la limite entre les deux obligations, donc à moins de convention contraire. Dans le cas où une vente a lieu peu de temps avant une assemblée générale, que pensez-vous de la pratique selon laquelle le gestionnaire informe le notaire qu'il y a une augmentation estimée en pourcentage du budget et recommande que le montant correspondant à l'augmentation, entre parenthèses rétroactive au début de l'année fiscale, soit conservé en fiducie? Ça revient un peu à ce qu'on en a un peu parlé. C'est pas une mauvaise chose. Vous donnez de l'information, ça va permettre à l'acheteur d'avoir un consentement libre et éclairé. On va savoir si c'est une grosse argumentation parce qu'il y a eu quelque chose de gros ou pas. Cela dit, le syndicat, je l'ai dit, n'a pas de lien directement avec le notaire, ne peut pas lui donner des instructions. Après ça, le notaire va prendre cette information-là, en discuter avec les parties qui conviendront de faire quelque chose ou pas avec ça. C'est sûr qu'au moment où la transaction se fait, l'assemblée n'a pas été tenue et le budget n'est certainement pas adopté par le conseil d'administration. On n'est pas dans la zone créance liquide et exigible. Donc, il convient de dire, c'est ça. J'ai une question de Denise Couture, donc je vais vous donner la parole. Vous pouvez activer votre micro. Oui, merci. Je voulais savoir, vous avez parlé du fait que, évidemment, lorsque le syndicat est poursuivi, donc l'objet d'une procédure judiciaire en étant la partie poursuivie, c'est absolument nécessaire dans les 5 jours d'avertir tous les copropriétaires.
Et malheureusement, vous avez aussi dit que lorsque c'est le syndicat qui entame la poursuite, il n'a pas l'obligation d'informer les copropriétaires, mais qu'il serait une très bonne chose de le faire. Et là-dessus, je suis bien d'accord. La question est la suivante. Si le... Est-ce qu'on peut considérer que le syndicat, en demande reconventionnelle, s'il se place dans la position de demande reconventionnelle, est-ce qu'il est dans l'obligation d'indiquer, d'informer les copropriétaires dans n'importe quelle poursuite? Dans l'obligation d'informer les copropriétaires dans les 5 jours, la raison d'être, c'est parce que les copropriétaires sont éventuellement tenus de payer la dette déterminée par le tribunal. Donc, supposons que le tribunal détermine que le syndicat est condamné à payer 20 000 $. Si le syndicat ne paye pas ce 20 000 $, la loi prévoit que les copropriétaires, au moment où la cause d'action a pris naissance, sont solidairement tenus de payer ce 20 000 $. C'est pour ça qu'on informe les copropriétaires, parce que ça veut dire qu'éventuellement, un syndicat qui est condamné, s'il ne paye pas, vous pourriez être rappelé pour exécuter le jugement qui condamne le syndicat des copropriétaires à payer 20 000 $, encore une fois, s'il est en défaut. Donc là, si le syndicat est demandeur reconventionnel, il est juste demandeur, il réclame une créance. Soit on rejette, il n'y a pas gain de cause, soit on lui donne gain de cause, et là, effectivement, il récupère une somme, mais il n'y a pas d'incidence sur les copropriétaires. Par contre, il est demandeur, puis qui devient défendeur reconventionnel, c'est peut-être ça votre question, c'est-à-dire la partie en défense qui poursuit devient le poursuivant. Excusez-moi. Là, effectivement, il va devoir, à mon avis, aviser les copropriétaires parce qu'il devient défendeur à la poursuite. Donc, techniquement, il serait tenu d'aviser les copropriétaires parce qu'il est en position, il est demandeur, mais en même temps, il est défendeur. Là, il aurait une obligation. Je pense que c'était ça votre question, peut-être. Vous avez tout à fait raison. C'était ça ma question. Merci d'avoir bon. corrigé. Ça va, excusez. Le petit chat dans la gorge. C'est bon. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais donner la parole à Daniel André. Vous pouvez activer votre micro. Oui, la question elle est relativement simple. La déclaration du vendeur a été produite par le gestionnaire et elle s'avère erronée. Donc, preuve à l'appui. Donc, est-ce qu'il y a une responsabilité à ce niveau-là? Donc, l'erreur a été attrapée avant que ça soit diffusé, évidemment, mais dans d'autres cas, la même erreur s'est répétée et l'information a été diffusée aux acheteurs. Donc, quelle est la responsabilité de la personne qui a préparé la déclaration du vendeur, qui est en l'occurrence le gestionnaire? Mais je trouve ça un peu surprenant que le gestionnaire de copropriété, donc qui est le mandataire du syndicat de propriétaires, remplisse le formulaire de déclaration du vendeur. Et prenons pour acquis que c'est le cas, parce que normalement, c'est le vendeur personnellement qui l'a rempli, en fonction de ce qui est particulier, parce qu'il y a des éléments généraux et des éléments particuliers. Supposons que le gestionnaire ait rempli quelque chose, mais il le fait sur la base d'une autorisation d'abord, et puis il le fait sur la base éventuellement d'un accord des membres du conseil d'administration. Donc, à moins que le gestionnaire ait agi sans consulter son conseil d'administration, il engage la responsabilité du conseil d'administration et surtout du syndicat des copropriétaires. Ça, c'est la première chose à établir. Donc, la responsabilité du syndicat dans la mesure où il a contrôlé ce que le gestionnaire a fait ou a approuvé ce que le gestionnaire a fait. Et puis, s'il a agi tout seul, on m'a donné un contrat, puis il a pris sur le fuite complété, puis il a mal complété, puis il n'a pas consulté son conseil d'administration, par exemple. Là, c'est sa responsabilité de gestionnaire à lui, supposée d'être couverte par une assurance responsabilité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une cause de jurisprudence encore récente où le syndicat des propriétaires, mais surtout le gestionnaire de copropriété, a été condamné au paiement d'un quelque 2 000 $ pour le fait de ne pas avoir accédé à une demande d'accès à l'information d'un copropriétaire sous 1070. Donc, les gestionnaires sont imputables pour les fautes qu'ils commettent et normalement, un gestionnaire diligent devrait faire valider l'information qu'il donne à des tiers dans le cadre d'un processus de vente auprès de son conseil d'administration. Donc, s'il s'est fié sur les informations données par le conseil d'administration, il ne prend pas de responsabilité. Il a juste agi en fonction des informations qui lui ont été données. S'il a donné la mauvaise information alors qu'il connaissait la bonne,
ou qu'il n'a pas été validé l'information qu'il a mise, ben là, il a une responsabilité. Donc, ça dépend un peu de la situation comme telle. Et puis, effectivement, après, ça dépend du préjudice réellement subi. Le fait, est-ce que la mauvaise information a entraîné un préjudice effectif et de combien comme tel? Est-ce que c'est chiffrable? Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que c'est pas un préjudice qui est réparable? Donc, j'ai beaucoup de questions à votre question, mais de manière générale, c'est un peu ça les balises. Si vous m'arriviez demain matin avec un dossier comme ça, ce serait le genre de questions que vous posez. Merci. Merci. Donc, on a une question de Esther Roux. Vous pouvez activer votre micro. Esther Roux. Non. Mais je vais continuer avec Michel Isabelle alors. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Bonjour, maître, et bonjour les deux maîtres. Pourriez-vous juste m'éclairer, parce que j'ai plus ou moins compris tout à l'heure lorsque vous avez expliqué la situation qui, lorsque le syndicat est poursuivi, ou c'est ça, et que le syndicat reconventionne le demandeur ou la demanderesse, est-ce que le syndicat est obligé, lorsqu'il devient revendicateur ou qui redevient demandeur suite à la poursuite qu'il a reçue, est-ce qu'il est obligé d'informer tous les copropriétaires qu'il a entrepris une poursuite contre un individu ou des individus? Alors, bon, je vais essayer d'être clair avec un exemple pratique. Le syndicat des copropriétaires est poursuivi par un copropriétaire parce que, supposons, le copropriétaire a payé une somme qu'il n'aurait pas dû. Donc, le copropriétaire, Madame X, poursuit le syndicat pour 20 000. Là, Madame X est demanderesse et le syndicat est défendeur. Le syndicat, dans ce cas-là, doit aviser les copropriétaires dans les 5 jours. C'est une obligation prévue par la loi. Je suis poursuivi pour 20 000. Maintenant, le syndicat dit cette poursuite n'a pas de sens, c'est abusif. Je vais réclamer mes frais d'avocat. Je réclame 50 000 $. Bon, supposons. Là, je deviens, comme syndicat, demandeur reconventionnel. Donc, je suis à la fois défendeur et à la fois demandeur reconventionnel. Et la Madame X devient défendresse reconventionnelle. Là, je n'ai pas d'obligation d'aviser ma collectivité. Comme je disais tout à l'heure, ce serait quand même bon de le faire, au moins lors de l'assemblée annuelle, mais si vous voulez le faire par une communication en général, vous pouvez le faire aussi, mais il n'y a pas d'obligation légale. Maintenant, j'inverse mon exemple, et ça, c'est le syndicat qui poursuit un promoteur pour 1 500 000 $. Et donc là, il est demandeur et le promoteur est défendeur. Le promoteur dit cette poursuite n'a pas de sens, je réclame mes frais d'avocat de 500 000 $. Je vous donne des exemples complètement hypothétiques là, parce que que coûte un avocat. Mais ceci dit, là, le syndicat devient défendeur reconventionnel. Il est à la fois demandeur pour 1 million, puis à la fois défendeur pour 500 000. Là, il doit automatiquement aviser les copropriétaires en vertu de l'obligation légale. Mais au départ, même pour sa poursuite de 1 million de $, il devrait informer les copropriétaires. Ce serait une bonne pratique de le faire, de savoir que les copropriétaires sont engagés dans une bataille judiciaire d'1 million de $, qui va nécessairement entraîner des frais d'avocat. C'est un peu ça l'idée, c'est que oui, une poursuite, c'est une poursuite, mais il y a tout ce qui va avec la poursuite, il y a des frais inhérents, donc c'est bon que les copropriétaires le sachent, parce que par exemple, s'ils vendaient dans la période, l'information importante, ça va faire fluctuer les charges communes nécessairement. C'est un peu mon idée. Il n'y a pas d'obligation légale, mais c'est une bonne pratique. J'espère avoir été plus clair avec mes exemples. Oui, bien, je vous remercie. Vous remercie, vous avez très bien répondu à mon questionnement. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Ah oui. Oui. Si le gestionnaire est responsable de donner les documents pour la vente à un notaire et traîne à le faire, que peut-on faire? Ainsi, aussi,
Est-ce qu'il y a une limite aux charges du gestionnaire à charger pour s'occuper de faire parvenir la documentation? Les prix semblent varier beaucoup d'un gestionnaire à l'autre. Ben, pour le premier volet de la question, on le dit, hein, 15 jours pour répondre. Fait qu'on peut, j'ai dit tantôt que ce serait très apprécié si on pouvait répondre plus rapidement dans un système de vente qui se passe très rapidement. Mais cela dit, c'est 15 jours. Moi, quand je suis confrontée à cette situation-là, j'invite mes parties, ben oui, OK, vous voulez clore la vente dans 5 jours. J'ai demandé le questionnaire. On a 15 jours pour avoir la certitude là, si la personne répond. Donc, passer ce délai de 15 jours-là, ben, la conséquence, c'est là qu'elle existe. Donc, si le gestionnaire, dans ce cas-ci, n'aurait pas répondu là, dans les délais, d'ailleurs, premièrement, il n'y a rien qui empêcherait le conseil d'administration de le faire, de un. Et de deux, si ni l'un ni l'autre répond, à ce moment-là, ben, c'est l'article qui va s'appliquer, c'est 1069, c'est ça? Qui va dire que, en fait, l'acheteur, la conséquence, c'est sur le paiement des arrérages. Que je suis mieux de l'avoir devant moi, je suis fatiguée. Ben, 1069, ça dit, on va vous le lire, mais ça dit, à défaut de le faire, le proposant acquéreur n'est alors tenu au paiement de ses charges que si l'État lui est fourni par le syndicat dans les 15 jours de la demande. Autrement dit, la sanction, c'est que le syndicat va perdre sa créance contre le nouveau propriétaire. Supposons qu'il y a 9 000 $ à payer, le gestionnaire ne répond pas, passé 15 jours, ben, le nouveau propriétaire va avoir gagné 9 000 $. Il ne va pas avoir à payer cette somme. Il restera l'ancien propriétaire qui sera tenu, mais le nouveau ne sera pas tenu. Donc ça, c'est une sanction suffisamment forte pour que le gestionnaire réagisse. Et puis l'autre solution aussi, c'est que vous pouvez, par le biais de l'accès au registre de copropriété 1070, demander l'information que le gestionnaire omet de demander. Vous pouvez continuer d'exercer ce droit. Vous allez me dire, ça va être toujours le gestionnaire qui va recevoir ma demande d'accès à l'information, mais c'est une voie de plus, parce que là, il serait vraiment dans le trou. Il ne répond pas au notaire, il ne répond pas au vendeur qui fait sa demande d'accès à l'information. Là, c'est sûr qu'il s'achète une poursuite en responsabilité. Et puis, je vous disais, il y a une décision de jurisprudence qui a été rendue condamnant le gestionnaire à un montant de à peu près 2 000 $ dans une situation, pas de vente, mais dans une situation d'accès au registre comme tel. C'est un peu ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. C'est un sujet vaste. On aurait encore plein de choses à dire, mais on espère avoir répondu à vos questions sur le sujet. Il y a aussi de la documentation disponible sur le site du bureau relativement à ces questions-là. On a des articles sur ces thèmes-là, donc je vous invite à aller consulter. On a quand même beaucoup d'articles sur le sujet. J'en fais quelques-uns, mais aussi beaucoup de collègues ont fait certains articles. Donc, c'est une belle ressource d'information que vous pouvez aller consulter. Merci et puis bonne fin de journée. Salut!